L'Undertaker aurait dû perdre sa série d'invincibilité à WrestleMania contre le Big Show. Roman Reigns doit prendre sa retraite après WrestleMania 40. La génération NT1 est ultra surcotée et à l'époque, la majorité des choses n'étaient pas bien. Damien Priest doit utiliser sa mallette Money in the Bank pour battre Cody Rhodes à WrestleMania 40. Voilà quelques-uns des avis qu'on peut lire en réponse au tweet que j'ai posté il y a quelques jours pour vous demander vos avis les plus impopulaires sur le catch. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà commencé à grincer des dents avec les quelques avis que j'ai pu lire parce que c'est clair que c'est pas des opinions qui font l'unanimité. Et justement, puisqu'on en parle, il est l'heure comme chaque mois de revenir sur vos avis les plus impopulaires concernant le catch. Comme d'habitude, avant de commencer, je le précise, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est uniquement mon avis en réponse aux avis qui ont été postés sur Twitter par certains d'entre vous. Encore une fois, là on parle que de catch, c'est rien d'ultra sérieux, ça reste un divertissement qu'on aime tous à notre manière, donc vous pouvez évidemment discuter entre vous de si vous êtes d'accord, pas d'accord avec les avis qui ont été formulés ou même donner vos propres avis dans les commentaires, mais juste voilà, n'oubliez pas qu'on parle d'un truc qu'on est censé tous aimer à la base, donc ça sert à rien de s'assassiner pour ça, il y a des trucs bien plus importants. Bref, sur ce c'est parti, parlons de vos avis les plus controversés. Premier avis pour commencer qui va concerner The Rock, donc je sais directement que ça va faire débat. Quelqu'un qui nous dit: pour moi The Rock aurait dû être le challenger de Rollins pour le titre World Heavyweight et même gagner le titre. Ok, c'est pas cool pour le roster, mais ça aurait été la parfaite occasion pour élever le titre World Heavyweight en prestige et en importance, en plus de pousser l'antagonisme du Rock à son extrême. Autant je peux comprendre ce que cette personne veut dire avec son avis, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté de effectivement jouer énormément sur la corde du Rock qui est au board of directors et qui du coup peut faire absolument ce qu'il veut, y compris prendre des titres de champion du monde. Mais j'en ai parlé un petit peu dans le coin catch sur Twitch, déjà quand on voit la manière dont le titre de champion du monde poids lourd est clairement en dessous du titre de champion universel, et en soi je le répète, pour moi c'est pas un problème en tant que tel, le fait qu'il soit légèrement inférieur. Juste pour moi cette différence entre les deux titres, il n'y a pas besoin de l'accentuer plus qu'elle ne l'est déjà. Je veux dire, le titre de champion du monde poids lourd ça fait pas longtemps qu'il est là, Roman Reigns il a un règne absolument historique, donc c'est normal qu'il y ait une différence entre les deux, mais juste là ce que je trouve dommage c'est que ces dernières semaines on a vu Seth Rollins qui lui-même fait baisser le prestige de son propre titre en disant par exemple que la Bloodline en claquant des doigts ils peuvent récupérer sa ceinture. Et je trouve que au-delà du problème vis-à-vis du reste du roster, donc de tous les gens potentiellement qui mériteraient plus le titre que The Rock, je pense par exemple à Drew McIntyre, je trouve que ça pose un immense problème parce que ça insiste énormément sur le fait que en réalité, quiconque se pointe et fait partie de la Bloodline et profite de l'aide de Jimmy Solo, etc. par exemple, peut récupérer le titre de champion du monde poids lourd, ce qui insiste sur le fait qu'en fait Rollins c'est juste un champion un peu random. Donc autant je comprends un petit peu ce que cette personne veut dire avec son avis, avec The Rock qui aurait pu potentiellement élever un petit peu le prestige du titre, encore je suis pas sûr que ça aurait été le cas parce qu'il aurait vraiment été concentré sur d'autres histoires, donc je sais pas si ça aurait vraiment élevé le titre poids lourd, mais pour moi ça aurait clairement pas été une bonne idée de faire ça. Je pense que déjà Rollins qui garde le titre, au vu de ce qui se passe ces derniers temps, c'est pas la meilleure des idées. Je sais qu'avec la blessure de CM Punk ça a très certainement bouleversé des plans, mais pour moi le titre de champion du monde poids lourd, il y a d'autres moyens de l'élever, et par exemple Drew McIntyre je pense c'est une meilleure solution. Ensuite on a un avis qui concerne la génération NT1, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns, mais celui-là il a bien attiré mon œil. John Cena a fait le bon choix d'enterrer la Nexus et Alex Riley. Bon, cette personne, elle a pas détaillé plus que ça sur les raisons pour lesquelles, selon lui, c'était une bonne chose d'enterrer la Nexus et Alex Riley. Et autant pour la majorité des membres de la Nexus, c'est quelque chose que je peux concevoir. C'est un avis que j'ai beaucoup vu aussi dans des précédents posts. Des gens qui disent qu'en fait, à part Wade Barrett, il n'y avait pas grand monde à sauver dans la Nexus. Évidemment, si on exclut Daniel Bryan qui est parti dans les premiers. Mais c'est vrai qu'en soi, si on regarde les membres de la Nexus, il n'y avait pas non plus 1000 choses à faire. Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel des mecs comme Michael Tarver ou encore David Otunga ou Heath Slater ou Justin Gabriel, ils devenaient champions du monde poids lourd. Après voilà, peut-être qu'avec une bonne construction, une bonne mise en avant, un bon appui de la foule, ça aurait été possible, mais comme ça, tel quel sur le papier, c'était clairement pas les plus prometteurs. Donc dans un sens, je peux comprendre pourquoi on est contre le fait que la Nexus ait été mis en avant à l'époque en disant que y a que Wade Barrett qui était potentiellement sauvable dans le lot, mais justement pour moi le fait d'enterrer la Nexus, ça a empêché cette éclosion de Wade Barrett. Donc en final pour moi, même s'il y a que Wade Barrett qui aurait effectivement pu faire des choses très bonnes dans la Nexus, ou en tout cas après la Nexus, je pense que ça aurait été une bonne chose justement de laisser la Nexus battre la Team Cena à SummerSlam par exemple, pour avoir un Wade Barrett qui en sort extrêmement grandi et qui peut immédiatement passer dans le main event après ça. Après en ce qui concerne Alex Riley, je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai un affect particulier pour ce catcheur, mais je trouve que sa chute a été peut-être un petit peu trop précipitée. Encore une fois, je vous garantis pas que ça aurait été l'un des plus grands de tous les temps, clairement dans le ring c'était pas le meilleur, au micro il se débrouillait, mais pareil c'était pas non plus le meilleur, il sortait pas non plus du lot comme certains autres catcheurs pouvaient sortir du lot, mais voilà, j'ai quand même un petit affect pour Alex Riley, je trouve qu'il avait quelque chose qui aurait pu avoir du potentiel et qui aurait pu le mener, peut-être pas extrêmement loin, mais au moins vers un titre de champion intercontinental, des choses comme ça, un bon catcheur de milieu de carte au milieu de carte, et je trouve que c'est dommage que à l'époque
l'époque Alex Riley ait eu ses problèmes avec John Cena. D'autant qu'on a vu récemment dans des interviews certains catcheurs qui ont parlé de trucs un peu bizarres qui se sont passés à l'époque. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai pas, les détails, et s'il faut tout est faux, j'en sais rien. Mais voilà, bref, au global, je pense que Alex Riley, ça reste un acte manqué. Je vous dis pas que ce serait devenu le plus grand de tous les temps, ni le visage de la WWE, mais je trouve quand même que c'était assez malvenu de la part de John Cena de vouloir un petit peu comme ça empiéter sur la carrière de certains mecs, peut-être par crainte pour la sienne, voire même pas, parce qu'en réalité, à l'époque, personne pouvait toucher John Cena, et c'est certainement pas Alex Riley qui, en 2 mois, aurait atteint la popularité de Cena. Ensuite, on a un avis un peu plus récent, quelqu'un qui nous dit « Theory doit être lancé dans une story en solo intéressante. J'aimerais bien voir ce qu'il donne en face, même s'il peut être un très très bon heel. » Là, honnêtement, je suis 100% d'accord avec cette personne. Autant Austin Theory, c'est un bon heel, et je pense que la période où il a commencé à devenir un petit peu sérieux, ça aurait pu mener vers des choses intéressantes. Là, ils ont préféré le ramener vers le côté un petit peu goofy, un petit peu comique, etc., qui pour moi lui va pas du tout. Donc je suis totalement d'accord sur le fait de lui faire un face turn. J'espère juste que s'ils font un face turn maintenant avec Grayson Waller, j'ai l'impression que c'est la direction qu'ils prennent un petit peu avec une séparation des deux. Le public va plutôt prendre en pitié Austin Theory que se foutre de sa gueule et prendre le parti de Grayson Waller. Justement, c'est ce dont j'ai parlé sur Twitch. À mes yeux, le meilleur moyen pour faire tourner face Theory, c'est peut-être plutôt de lui faire s'en prendre à Logan Paul que à Grayson Waller, parce que Grayson Waller, il a un capital sympathique qui est bien plus élevé que celui de Logan Paul, donc si Theory le trahit, il y a moyen que le public se retourne contre lui. Donc ouais, Austin Theory, ça reste l'un des mecs de cette nouvelle génération qui fait partie des plus prometteurs. Alors oui, il y a des gens encore qui sont probablement plus prometteurs que lui, je pense à Bron Breakker par exemple, mais pour moi Austin Theory a quand même de grandes choses à faire avec lui, que ce soit avec un face turn effectivement contre Grayson Waller, Logan Paul, etc., ou même en le gardant heel mais en modifiant son personnage pour qu'il devienne bien plus sérieux et bien plus énervé. Je pense vraiment que dans les prochains mois, années à venir, si vraiment ils ont envie de mettre Austin Theory en avant, ils peuvent le faire. Je suis totalement d'accord avec cette personne, il faut le lancer dans une story intéressante en solo pour l'amener vers des choses plus cool. Ensuite, puisque je viens de donner un avis avec lequel j'étais complètement d'accord, on va partir à l'opposé complet et total. Quelqu'un qui nous dit Damien Priest qui cash in après la victoire de Cody à WrestleMania, j'en rêve. Eh bien écoutez, à l'opposé total de cette personne, j'en fais littéralement des cauchemars. Non, en vrai, j'entretiens ce running gag avec Damien Priest, je sais qu'il y a des gens qui vraiment sont persuadés que je lui voue une haine intersidérale, juste à cause du Money in the Bank qu'il a gagné alors que j'étais pour LA Knight. Voilà, ça reste une vanne, encore une fois, prenez pas tout au sérieux. Mais pour revenir sur le cas Damien Priest et la mallette Money in the Bank, pour moi, le fait de lui faire cash in après la victoire de Cody à WrestleMania, ce serait probablement la pire chose à faire. Parce que déjà vous allez le voir, il y a des gens qui en ont parlé concernant le potentiel règne de Cody Rhodes en cas de victoire à WrestleMania 40, il y a beaucoup de gens qui sont pas tout à fait confiants sur le fait que ça va être intéressant, et c'est intéressant d'en discuter aussi, mais pour moi une chose est sûre, Damien Priest qui chope le titre universel après que Roman Reigns ait eu un règne aussi long et que Cody Rhodes l'ait détrôné à WrestleMania, c'est le meilleur moyen de faire baisser à 1000% le prestige de la ceinture. Voilà, c'est pas du tout pour dire que Damien Priest ne vaut rien ou je ne sais quoi, et d'ailleurs, encore une fois, je l'ai répété plein de fois, pour moi, ça aurait été n'importe qui dans ce Money in the Bank qui avait gagné la mallette, ça aurait été absolument la pire idée de lui faire cash in sur le titre de champion du monde de Roman Reigns, parce que l'aura que Roman Reigns a depuis toutes ces années et le prestige qu'il a apporté à ce titre de champion du monde et l'image de vraiment numéro 1 de l'entreprise qu'il a mis sur ce titre, bah évidemment elle peut pas convenir à tout le monde, et autant peut-être que Damien Priest avec une bonne construction, un personnage peut-être un peu différent, loin du Judgment Day, etc., il aurait pu avoir cette place de top guy, c'est pas mon avis mais pourquoi pas, c'est peut-être celui de certains d'entre vous, mais là actuellement avec le personnage qu'il a, la mallette Money in the Bank qui va débarquer à WrestleMania, etc., c'est pour moi le meilleur moyen de rendre le prestige du titre de champion du monde complètement zéro, et déjà qu'on a un titre de champion du monde poids lourd détenu par Seth Rollins qui est pas incroyable en termes de prestige, si en plus le titre universel indisputé on le met sur juste le mec qui cash in le Money in the Bank, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Évidemment Damien Priest, je le porte pas dans mon cœur, c'est loin d'être mon catcheur préféré, même si j'entretiens ce gag comme quoi je le déteste, c'est jamais à ce point là, mais juste n'importe qui encore une fois qui aurait eu cette mallette Money in the Bank, LA Knight inclus, n'aurait jamais dû cash in sur Cody Rhodes ou même sur Roman Reigns à WrestleMania. Ensuite justement on en a parlé, quelqu'un nous dit on est en train de perdre peu à peu la hype sur LA Knight, futur pétard mouillé. Alors ça c'est un avis qui est un petit peu compliqué à discuter parce que oui évidemment LA Knight il a perdu en hype par rapport à Money in the Bank, c'est sûr qu'on n'est pas du tout au même niveau. Par contre certes c'est pas ce que cette personne dit, il dit qu'on perd peu à peu la hype sur LA Knight, je sais même pas si c'est peu à peu, j'ai l'impression que juste on a atteint un sommet et que là on se stabilise à peu près à un certain niveau, mais je vois beaucoup de gens tout le temps dire ouais LA Knight voilà il y a eu 2 mois de hype, maintenant tout le monde s'en fout etc, mais dans les faits pas du tout. Je comprends que certains soient pas hypés par la rivalité avec AJ Styles, c'est pas forcément le meilleur programme même pour moi, je suis là, je suis un peu indifférent en vrai, mais par contre LA Knight il est là chaque semaine, il reçoit toujours des très grosses pop, ses catchphrases etc elles fonctionnent toujours aussi bien avec la foule, juste évidemment la hype n'est plus aussi grosse qu'à Money in the Bank. À mes yeux avoir un LA Knight Mr Money in the Bank ça aurait peut-être aidé à conserver cette hype là parce que il aurait toujours été cette menace pour le champion du monde, mais de là à dire futur pétard mouillé dans le sens où vraiment le gars va disparaître,
Je pense pas. Je pense que LA Knight, pour un titre de champion du monde poids lourd, j'avoue que ça paraît assez compliqué. Je pense pas que dans les prochaines années, on l'aura à ce niveau-là. Je pense que, ok, il peut peut-être aller chercher un titre États-Unis, un titre intercontinental, mais maintenant, j'avoue que pour moi, l'idée de le voir champion du monde poids lourd, j'ai un peu tiré un trait dessus. Même si, voilà, encore une fois, d'ici quelques années, il peut toujours y avoir quelque chose qui se passe et il peut aller chercher la ceinture, hein, mais au global, je reste sur cette idée que futur pétard mouillé dans le sens où il va disparaître, non. Effectivement, je pense qu'il atteindra pas les niveaux de main event avec des titres de champion du monde comme certains l'annonçaient il y a quelques mois. On enchaîne avec un autre avis qui est aussi un petit peu dans l'actualité, surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé ce week-end. Quelqu'un nous dit que Sting perdre à WrestleMania contre Hunter, c'était pas nécessairement une mauvaise chose. On se rappelle pas que AJ Styles a aussi perdu sur son premier WrestleMania parce que derrière il a eu le titre de la WWE. Il fallait juste donner un titre à Sting, mais cette blessure ensuite était logiquement imprévue. Alors ça c'est vraiment le truc que je trouve très cool avec ces vidéos avis controversés, c'est que ça peut me faire changer d'avis ou en tout cas me faire avoir une vision différente de certaines choses, parce que je vous jure qu'il y a un mois vous m'auriez dit que Sting perde contre Triple H à WrestleMania c'était pas une mauvaise chose, je vous aurais dit que bien sûr que si c'était une mauvaise chose, mais j'avoue qu'avec cette vision là, en disant que perdre c'était pas si grave que ça, c'est surtout ce qui s'est passé après qui a posé problème, j'avoue que je suis un petit peu d'accord, dans le sens où la défaite en tant que soi, ok c'est peut-être pas la meilleure des choses, je pense que ça aurait été cool de le faire gagner et ça aurait pu le lancer dans un truc peut-être plus intéressant, mais effectivement il faut pas oublier que derrière il se lance en rivalité avec Seth Rollins, que derrière on peut toujours avoir un match contre l'Undertaker pour marquer l'histoire et avoir des grandes choses à faire avec Sting, mais voilà c'est sûr que cette blessure elle était pas prévue, elle est venue un petit peu de nulle part et elle a certainement coupé l'intégralité des plans, donc si à la base je reste sur l'idée que Sting ça aurait été plus intéressant qu'il gagne à WrestleMania, je suis quand même d'accord avec cette vision des choses qui dit que si derrière il avait eu des choses plus intéressantes et qu'il s'était pas blessé, il y aurait clairement eu moyen de rattraper ça et de faire complètement oublier cette défaite à WrestleMania. Ensuite on a un avis intéressant, quelqu'un nous dit la génération NT1 est trop saucée sur les réseaux sociaux alors qu'en prenant du recul c'était pas si dingue que ça et la période actuelle, ces 2-3 dernières années, est bien meilleure que celle de 2008 à 2010. Alors on en a déjà rapidement parlé dans un ancien épisode sur les avis controversés, honnêtement je suis à 100% d'accord avec cette personne. Et d'ailleurs je suis tellement d'accord avec cette personne que ces derniers temps je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo justement contrairement à la première que j'avais fait sur la chaîne dans laquelle justement je parlais de toute la nostalgie que j'avais sur la génération NT1, de ce que j'avais aimé etc. Bah, je trouve que ce serait cool comme en plus on a fêté les 2 ans de la chaîne là, il y a quelques jours, ce serait bien de prendre cette vidéo là complètement à contre-pied. C'est-à-dire expliquer pourquoi la génération NT1 en fait c'était pas si bien que ça et que c'est juste de la nostalgie d'une période qui en fait était géniale pour la plupart d'entre nous parce que juste on était gosses et on avait plein de trucs dont on n'avait pas à se soucier. Alors je vais pas vous faire la vidéo en entier actuellement en vous expliquant mon avis global sur le truc, vraiment je pense dédier une vidéo entière à ce truc là parce que je pense que c'est intéressant, il y a trop de gens qui considèrent que ouais, Bander de la génération NT1 etc on trouve que c'était incroyable et qu'il y avait rien de mieux. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont de cet avis là, qui considèrent qu'aujourd'hui c'est claqué parce qu'on n'a pas les Shawn Michaels, Undertaker etc. Personnellement c'est pas mon cas, je considère vraiment que la génération NT1 si on l'a autant aimé, c'est surtout parce qu'elle s'inscrit dans une période où on était jeune, où forcément bah il y avait plus de trucs cool à droite à gauche qu'on découvrait et le catch en faisait partie, mais c'est une certitude que la génération NT1 objectivement n'est pas mieux que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est sûr que je ferai une vidéo pour prendre ce truc là à contre-pied, pour expliquer pourquoi la génération NT1 c'est surtout de la nostalgie qui fait qu'on est fan de la plupart des choses qui se passaient là-bas, parce qu'évidemment on se rappelle surtout des choses positives, et donc au final je suis parfaitement d'accord avec cette personne là. Allez, on enchaîne, avis suivant, cette fois-ci je pense qu'il va faire énormément débat, quelqu'un dit Roman Reigns doit perdre son titre à WrestleMania 40 et prendre sa retraite dans la foulée. Alors ma réponse elle va être très courte, autant je pense que la perte du titre de Roman Reigns à WrestleMania 40 c'est en tout cas le seul moyen de raconter l'histoire de Cody Rhodes, c'est-à-dire que derrière si Cody perd, il faudra lâcher l'affaire, il faudra mettre quelqu'un d'autre. Donc oui, sur ce point-là, je suis globalement assez d'accord, mais par contre, prendre sa retraite dans la foulée, pour moi, c'est pas la chose à faire. Oui, là, il a eu un run incroyable, et probablement que ce qu'il fera à l'avenir, ce sera peut-être pas aussi bon, et ça aura peut-être pas autant d'impact que ce qu'il fait aujourd'hui, mais pour moi, il y a encore énormément de choses à raconter avec Roman Reigns. Typiquement, il y a un truc qui, je sais pas si je me trompe ou si j'ai oublié certaines promos, mais j'ai l'impression que Roman Reigns, il a jamais réellement insisté sur le fait que pendant des années, il jouait le gentil et que tout le monde lui hachait dessus. Et peut-être qu'il l'a fait et que j'oublie certaines choses de la période Covid, c'est vraiment pas impossible, mais je pense qu'avoir un personnage où il joue plus le mec du chef tribal et il joue soit le face qui revient vers les fans, soit bah, il reste dans le personnage de heel en mode les gars vous m'avez chié dessus pendant des années et maintenant vous essayez de me sucer, lâchez ça en fait, c'est bon, juste moi je fais ma vie, vous faites la vôtre. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant, on a une histoire à raconter avec The Rock, et puis même je pense qu'il y a encore énormément de choses à raconter avec Roman Reigns, ne serait-ce que juste en part-timer, hein, c'est-à-dire il revient juste à des SummerSlam, des WrestleMania ou des gros événements comme ça. Voilà, je pense que prendre sa retraite dans la foulée, je comprends que peut-être les gens qui l'aiment pas, ils sont là, ouais il doit prendre sa retraite, etc., on veut plus le voir ou j'en sais rien. Personnellement, autant à l'époque, encore une fois, j'étais pas du tout le plus grand fan de Roman Reigns,
autant je pense qu'aujourd'hui avec son personnage et avec ce qu'il peut faire plus tard, il y a potentiellement des choses qui peuvent être cool à raconter. Après c'est sûr que le jour où il va perdre son titre, on va certainement pas le voir pendant plusieurs mois, et qu'au moment où il va revenir, ce sera probablement pour raconter quelque chose avec The Rock. Mais voilà, sur l'idée de Roman Reigns qui prend sa retraite après WrestleMania 40, pour moi c'est trop tôt et c'est pas la chose à faire. Avis suivant qu'on aborde quasiment dans chaque vidéo, mais je fais exprès de les sélectionner à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment un truc qui est ultra important dans le catch, parce qu'il y a trop de gens qui ont cette fixette là-dessus pour absolument aucune raison. Quelqu'un nous dit, si le seul contenu que vous consommez c'est la WWE, vous n'êtes pas fan de catch, seulement de la WWE. Alors, je vais essayer de faire court avec cet avis parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour moi, le principal problème, c'est l'idée de se considérer meilleur que quelqu'un d'autre parce qu'on consomme un certain catch que quelqu'un d'autre ne consomme pas. Faut pas oublier que le catch, ça reste vraiment un pur divertissement. Ok, vous avez le droit de préférer des trucs vraiment sport avec des combats ultra techniques, etc. Mais dans les faits, ça reste rien de plus qu'un divertissement. Vous pouvez voir ça comme une forme d'art, vous pouvez voir ça comme un moyen de vous sortir de votre quotidien, voyez ça comme vous voulez, mais consommer un certain type de contenu, quel qu'il soit, hein, que ce soit catch, musique, cinéma, peu importe, ne fait pas de vous quelqu'un de meilleur que quelqu'un d'autre. Ça n'a absolument rien à voir. Donc là, le fait de considérer que les gens qui regardent que la WWE, ils sont pas vraiment fans de catch, bah déjà, on s'en fout, parce qu'en fait, personne ne prétend être un espèce de puriste, un espèce de professionnel, un espèce de spécialiste, parce que ça veut absolument rien dire. Donc en fait, juste les gens, ils regardent un truc qu'ils aiment bien, et je trouve que critiquer, juger et se considérer supérieur parce que toi tu regardes WWE et moi je regarde l'intégralité des promotions au Japon, bah ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez parler des choses que vous aimez, parlez-en, mais arrêtez en permanence de comparer des choses que vous aimez à des choses que vous n'aimez pas. Et ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne regarde que la WWE, qui est fan que de ça, et qui passe son temps à aller tirer sur autre chose, que ce soit TNA, EW, catch japonais ou je ne sais quoi, bah ça n'a aucun intérêt, et vous n'êtes pas meilleur que un tel ou un tel parce que vous consommez un truc différent qui est soit plus mainstream, soit à l'opposé total, moins mainstream, et du coup fait de vous un peu le mec, bah ouais, moi je regarde ce que personne regarde, donc je suis le boss ou je ne sais quoi. À un moment donné, il faut comprendre que on regarde un divertissement, on se régale, on aime, on n'aime pas, on regarde ce qu'on aime, on regarde pas ce qu'on n'aime pas, et ça va pas plus loin que ça, et dire vous êtes pas fan de catch seulement de la WWE, bah en fait on s'en fout, c'est comme dire à quelqu'un qui regarde que les matchs j'en sais rien, du TFC, tiens par exemple, de lui dire bah t'es pas fan de foot, t'es juste fan du TFC, le gars il s'en fout, il aime bien une équipe, il regarde les matchs, il a envie que son équipe elle gagne, et ça va pas plus loin que ça, et quand il rentre chez lui, bah il est pas concentré sur se dire moi je suis un vrai fan de foot, il a passé son bon moment, il rentre chez lui, il passe à autre chose, il va travailler, il fait ses trucs, c'est exactement pareil pour le catch. Les gens, ils regardent leur épisode de Raw, ils regardent leur épisode de SmackDown, ils regardent le pay-per-view, mais le reste de la semaine ne tourne pas autour du catch, et c'est pas grave. Il faut arrêter de critiquer, juger ou je ne sais quoi les gens dont la vie entière ne tourne pas autour du catch. La majorité des gens qu'on voit sur Twitter qui parlent de catch, ils ont tous d'autres passions dont ils parlent à droite à gauche, et c'est très bien. Donc voilà, tout ça pour dire que les gens n'ont pas tout le temps du monde, donc pour consommer toutes les promotions du monde, il faut du temps et tout le monde n'a pas ce temps-là. Les gens, ils regardent un truc qu'ils aiment bien et ils vont pas se forcer parce que X ou Y leur dit bah non, c'est pas bien, ça c'est du vrai catch, à regarder autre chose, et juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent, regardez ce que vous aimez et le reste, juste ignorez-le. Ensuite, on a quelqu'un qui nous dit j'ai bien peur que la rivalité Io Sky et Bayley passe au second plan pour WrestleMania. Surtout s'il prépare en plus d'un Becky versus Rhea, un Cargill versus Belair. J'espère me tromper. Alors malheureusement je vais même pas avoir grand chose à dire sur cet avis parce qu'au moment où j'ai enregistré cet avis, SmackDown n'avait pas encore eu lieu, donc il n'y avait pas encore eu l'annonce de The Rock. Là en l'occurrence vous l'aurez compris, avec l'annonce de The Rock qui défie Cody Rhodes et Seth Rollins à un match par équipe, je pense qu'effectivement Io Sky et Bayley c'est mort pour le main event. Maintenant je pense que passer au second plan de Becky Rhea et de Cargill Belair, je pense que là ce sera vraiment à l'appréciation des gens qui regardent le show. Personnellement je sais que rivalité féminine, la numéro 1 actuellement c'est vraiment Io Sky Bayley. Mais le truc c'est que le point noir un petit peu de cette histoire c'est que j'aurais vraiment aimé que Io Sky et Bayley elles aient le main event de WrestleMania, ça aurait vraiment eu cette image de les deux gagnants du Royal Rumble, féminin et masculin, ils ont le main event de la nuit 1 et de la nuit 2. Maintenant voilà, c'est quasiment sûr qu'avec le défi de The Rock, c'est ce match qui va passer en avant. Dans un sens, c'est aussi un petit peu logique, c'est le match qui va le faire le plus de vues, etc. C'est The Rock, donc oui, bien sûr que ce sera le main event, mais j'avoue que je suis un petit peu déçu pour la rivalité Io Sky Bayley que j'aurais vraiment aimé voir en main event de la nuit 1. Alors on arrive là dans les quelques derniers avis, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention. Quelqu'un nous dit Roman Reigns contre The Rock a besoin du titre car le principe du match c'est le chef tribal contre le High Chief. Et Paul Heyman ainsi que Roman Reigns l'ont dit, pas de titre égale pas de Tribal Chief. Et il précise aussi, PS, que Cody gagne le titre ou pas, je serai content dans les deux cas, tant que c'est pas Damien Priest, ça on est ensemble, ça ne bouge pas, Damien Priest, tu touches pas au titre indisputé, tu vas t'occuper d'autre chose. Et bref, pour revenir sur son avis qui concerne Roman Reigns et The Rock et le titre de champion indisputé, je comprends ce qu'il veut dire parce que oui, il y a une époque où réellement le titre de champion indisputé c'était le truc qui était le plus mis en avant. Il me semble qu'il y a des extraits vidéo dans lesquels Roman Reigns il dit que c'est grâce à ce titre qu'il nourrit sa famille, etc. et que c'est ce titre qui fait de lui le chef tribal. Mais j'ai l'impression qu'avec les années, ce truc-là a un petit peu évolué.
Et notamment, ça a été beaucoup mis en avant dans sa rivalité contre Jey Uso à SummerSlam, où oui, il y avait le titre de champion du monde qui était en jeu, mais il y avait aussi ce collier qui représentait le rôle de chef tribal, qui était aussi mis en jeu dans le match. Et pareil là, quand on a vu cette histoire avec Cody Rhodes et Roman Reigns, quand ils ont commencé à teaser le fait que peut-être Cody Rhodes n'allait pas affronter Roman Reigns à WrestleMania, il a mentionné le fait que oui, il veut le titre de champion, mais il veut pas que ça, il veut plus. Il veut détrôner Roman Reigns de sa place de chef tribal et de numéro 1. Donc le fait de préciser ça, pour moi, ça montre que c'est deux choses qui peuvent être séparées. Et donc, je reste sur l'idée que pour moi, Rock contre Roman Reigns n'a pas besoin du titre de champion. Après voilà, moi ce que j'ai aussi trouvé très cool dans cet avis, et d'ailleurs j'ai l'impression qu'il y a eu au global un petit peu un apaisement entre guillemets sur Roman Reigns, etc. C'est-à-dire qu'à WrestleMania 39, ça se tirait dessus dans tous les sens entre les gens qui voulaient absolument voir Roman Reigns gagner, ceux qui voulaient absolument voir Cody. J'ai l'impression que là, peut-être les histoires de The Rock, ça a un petit peu apaisé les trucs de ok, que Cody gagne ou que Cody perde, peu importe, le fait est que de toute façon Roman Reigns il a eu un règne qui est absolument exceptionnel, derrière il y a une histoire qui va être racontée avec The Rock, que le titre soit en jeu ou que le titre soit pas en jeu, au final ça a pas tant d'importance que ça. Après il y a une chose qui est sûre, c'est que oui, si Cody perd, et je le répéterai jamais assez, il faut lâcher l'affaire avec finish de story, c'est terminé, fais autre chose, voilà. Justement rapidement on a quelqu'un qui nous parle du potentiel règne de Cody Rhodes si jamais il gagne à WrestleMania. Cette personne nous dit: selon moi quand Cody aura battu Roman Reigns à WrestleMania, son règne sera fade et anecdotique. Alors je vais pas détailler là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est littéralement essayer de prédire le futur donc c'est très compliqué, mais le truc c'est que pour moi n'importe qui prend le titre à Roman Reigns, évidemment que son règne, en tout cas d'entrée de jeu, il aura pas la même aura que celui de Roman Reigns. Celui de Roman Reigns il dure depuis des années, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que oui il est sur un piédestal dont personne entre guillemets peut réellement le détrôner. Forcément quand quelqu'un va gagner le titre, le prestige va un tout petit peu diminuer. Maintenant selon la manière dont Cody est booké, selon les réactions des fans et selon les histoires dans lesquelles il est mêlé après ça, je pense qu'il peut quand même réussir à conserver le titre à un certain niveau de prestige qui est au-dessus déjà de celui de titre de champion du monde poids lourd et de la majorité du roster. Après je comprends qu'on soit un petit peu inquiet vis-à-vis du potentiel règne de Cody Rhodes parce que jusqu'à présent tout son personnage était construit sur le fait de finir l'histoire. Maintenant qu'est-ce que tu racontes une fois que cette histoire il l'a fini? C'est un petit peu le même problème qu'on a depuis des années avec les underdogs, ils sont underdogs jusqu'à qu'ils gagnent le titre et quand ils gagnent le titre, qu'est-ce que tu fais? Dans certains cas c'est parfaitement géré, le règne du mec il est soit suffisamment court pour qu'il garde ce rôle d'underdog, soit suffisamment long et bien géré pour qu'il ait ce rôle de numéro 1. À voir comment ça va être géré avec Cody. Pour moi je pense pas que ce sera fade et anecdotique, je pense que oui au début ce sera moins bien que celui de Roman Reigns en tout cas en termes de prestige, mais je pense qu'avec les semaines, les mois et peut-être même les années qui vont passer, ils vont réussir à garder un règne de champion du monde à Cody Rhodes très intéressant. Ensuite toujours concernant WrestleMania, vous voyez que comme on en approche, il y a beaucoup de gens qui parlent de WrestleMania, c'est logique. Il y a deux avis qui concernent le match entre Jimmy et Jey Uso, les deux je les ai trouvés très cool donc j'ai gardé les deux. D'abord on a quelqu'un qui nous dit que Jimmy contre Jey mériterait une année supplémentaire pour approfondir la storyline. Pour l'instant pour cette personne la rivalité actuellement elle est trop maigre. Et ensuite sur le même sujet quelqu'un d'autre nous dit: à mon sens si affrontement il y a entre Jey et Jimmy, Jimmy doit gagner et être mis en avant par la suite car il a un vrai potentiel. Jey c'est surfait. On peut d'ailleurs expliquer sa victoire par le fait qu'il soit le plus vieux et le plus respecté. Jimmy supérieur à Jey. Alors pour prendre les avis un par un, le premier je suis pas du tout d'accord, je pense que approfondir la storyline ce serait beaucoup trop entre Jey et Jimmy, je pense que déjà il y a eu un trop gros blanc entre ce qui s'est passé à SummerSlam et ce qui s'est passé aujourd'hui. Je reste sur l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu trop de sens entre les deux depuis SummerSlam, donc je pense que là le fait d'envenimer la storyline maintenant et de régler ça à WrestleMania c'est la meilleure des choses à faire. Ensuite concernant le deuxième avis par contre, j'avoue que faire gagner Jimmy ce serait à la fois surprenant, ça permettrait d'amener Jey dans une direction qui là aussi pourrait être intéressante, un Jey qui se remet en question après avoir perdu contre son frère, et ça permettrait de remonter un petit peu Jimmy en tant que catcheur solo qui peut peut-être en avoir besoin par la suite si jamais il se sépare complètement de la Bloodline. Donc ouais, honnêtement j'ai pas énormément de choses à dire parce que j'avoue que sur ce match, que ce soit Jey ou Jimmy, je pense qu'il y a quelque chose de cool à raconter et j'espère juste que le match sera bien parce que c'est vrai que historiquement les matchs frère contre frère, à part quelques exceptions à WrestleMania, ça a jamais été absolument incroyable. Allez on va pouvoir finir avec quelques derniers avis. Quelqu'un nous dit: les fans de catch surtout US sont devenus des comptables à parler de ratings et de revenus plus que de ce qui se passe dans ring ou en segment. Je suis totalement d'accord. Honnêtement si vous regardez des shows dans lesquels il y a 3 personnes et que vous passez un bon moment, tant mieux pour vous. Si vous regardez des shows dans lesquels il y a 150 millions de gens et que vous passez un bon moment, tant mieux pour vous. Les revenus de l'entreprise et les audiences de l'entreprise ne sont pas les vôtres. Regardez ce que vous aimez et ne vous fixez pas sur si ça marche ou si ça marche pas. Et ensuite les deux derniers avis, on va rester dans toutes les histoires de Cody Rhodes, Roman Reigns. Vous voyez qu'à l'approche de WrestleMania, ça parle beaucoup de WrestleMania et ça parle beaucoup de l'histoire la plus importante, c'est totalement logique aussi. Une personne nous dit: Cody Rhodes n'est ni plus ni moins qu'un Daniel Bryan bis pour la WWE, un worker incroyable mais aucunement une top star comme peuvent l'être Reigns, Rollins, Punk ou des Cena, Orton. Alors là je pense que c'est purement une question de goût parce que selon beaucoup de personnes, des Rollins et des Punk, ils ont pas du tout le même niveau que des Cena, des Orton ou des Reigns en tant que star. Donc là je pense que c'est purement subjectif le fait de considérer que telle ou telle personne peut être une top star. Pour moi ce qui peut faire ou ne pas faire qu'une personne est une top star, c'est oui si son personnage est intéressant, oui si son niveau dans le ring est cool et son niveau en promo est stylé et sa capacité à raconter des histoires est bien, mais le truc le plus important c'est la manière dont le public réagit.
Un mec qui est nul dans le ring, qui est pas ouf au micro, qui raconte des histoires correctes mais sans plus, mais qui fonctionne ultra bien avec le public ou qui à l'inverse est détesté par le public, il peut totalement être foutu en numéro 1 pour juste soit faire chier les gens, soit régaler les gens. Et ça c'est aussi l'avantage ou l'inconvénient selon certains du catch, c'est qu'en fait, le fait d'être bon ou mauvais, c'est pas du tout ça qui va déterminer si t'es numéro 1 ou pas. En l'occurrence, ce qui va surtout déterminer si t'es numéro 1, c'est ta capacité à rapporter de l'argent à l'entreprise, ça c'est un truc dont on a parlé plein de fois, c'est juste, on n'a pas le choix, et ta capacité à fonctionner avec le public en heel ou en face. Donc voilà, là pour le coup, Cody Rhodes, est-ce que c'est un mec qui peut être une top star ou pas? C'est à l'appréciation de chacun, la WWE considère que oui, je considère que oui, certains considèrent que non, c'est totalement subjectif. Et pour finir, dernier avis qui en plus résonne un petit peu avec peut-être ce qui va se passer à l'approche de WrestleMania, Roman Reigns aurait dû heel turn sur le Shield à l'époque à la place de Seth Rollins. Alors, c'est un truc que beaucoup de personnes pensaient à l'époque, parce qu'en réalité, si je me souviens bien, personne ne prévoyait que ce soit Seth Rollins qui fasse son turn. Il me semble qu'à ce moment-là, les plus en vue pour briser le Shield, c'était vraiment Dean Ambrose et Roman Reigns. Et autant je suis d'accord avec le fait que Roman Reigns, il aurait peut-être fallu le tourner heel plus tôt, même si dans les faits, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce serait peut-être pas passé si jamais il avait tourné heel plus tôt, mais je sais pas si au moment du Shield, ça aurait été si intéressant que ça, parce que j'aurais vraiment pas vu Roman Reigns dans le même rôle que Seth Rollins avec l'autorité. Je trouve que Seth Rollins, il avait vraiment ce côté et ce personnage qui arrivait à être chiant, juste vraiment à être juste irritant et énervant, et je sais pas si Roman Reigns avec ce personnage un peu plus calme, cool et posé, il aurait eu cette capacité là. Et donc j'ai l'impression que Roman Reigns à l'époque serait devenu un heel, juste que les gens finissent par ignorer un petit peu et dont les gens ont un peu rien à foutre. D'autant qu'à l'époque, il avait pas encore totalement trouvé son personnage, il avait pas encore totalement trouvé la manière de se présenter dans le ring, il avait aussi beaucoup de choses pas ouf données par les scénaristes, etc, ça c'est sûr, mais du coup moi je trouve que toute cette période face où les gens le détestent, où il se fait huer, etc, bah c'est ça qui finalement a construit le personnage du chef tribal, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc je pense que si c'était lui qui avait trahi le Shield à l'époque, peut-être qu'il en serait pas là où il en est aujourd'hui, et on n'aurait peut-être pas eu toutes les choses cool qu'on a eu jusqu'à présent. Après peut-être que je me trompe totalement, peut-être qu'on aurait eu un Roman Reigns full corporate, en plus aujourd'hui avec The Rock, en mode ça aurait été peut-être le truc le plus cool de l'histoire, mais voilà, j'avoue que le turn de Seth Rollins, moi il m'a régalé, ça a amené Seth Rollins dans des trucs très cool, que personnellement je préfère largement avec ce qu'il fait aujourd'hui, voilà, ça c'est mon avis sur Seth Rollins, il est gratuit, mais après c'est vrai que le Shield était tellement cool à l'époque que je pense que n'importe quel gars qui brisait ce clan, il allait réussir à faire quelque chose de stylé après. Voilà, j'ai fait le tour des avis que j'avais sélectionnés pour cette vidéo, évidemment il y en a plein d'autres dans les commentaires que j'ai pas eu le temps de lire ou même que j'ai juste raté parce que vous avez été très nombreux à répondre, je vous en remercie encore une fois. N'hésitez pas si jamais votre avis a pas été sélectionné à le redonner dans les commentaires pour discuter entre vous éventuellement, et pourquoi pas être sûr de me suivre sur Twitter pour voir le prochain post. Si c'est déjà fait, bah soyez à l'affût pour pouvoir mettre votre commentaire et avoir plus de chances qu'il soit sélectionné. Je vous remercie encore une fois de tout votre soutien et de toute votre force sur absolument tous les réseaux, que ce soit sur cette chaîne, même sur la chaîne secondaire qui a atteint les 10 000 abonnés, je vous en remercie énormément. J'espère que cette vidéo sur les avis controversés vous aura plu, n'oubliez pas d'en discuter calmement dans les commentaires parce que c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de discuter catch. Et moi sur ce, je vous attends sur tous mes autres réseaux qui sont dans la description. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.